On vit dans une époque où la frontière entre la recherche, la défense et les grandes entreprises devient de plus en plus floue. Et quand on regarde l'histoire, on remarque une chose. Beaucoup de grands programmes se dévoilent après coup. Paperclip, Bluebird, Artichoke, MK Ultra. C'est ce qui nous mène à DARPA. DARPA, c'est quoi? C'est l'agence de recherche du département de la défense américaine, fondée en 1958, qui finance des projets à haut risque et à fort impact. Son rôle officiel est de pousser des technologies radicalement nouvelles, souvent en avance sur leur temps, avec une grande liberté donnée aux équipes de recherche pour explorer des idées que d'autres agences trouveraient trop risquées, trop coûteuses ou trop controversées. DARPA a un budget de 5 milliards US par année, mais ce chiffre ne représente que la part du gouvernement américain. Autour de ces programmes gravitent aussi des investissements privés, des partenariats industriels et des financements universitaires qui viennent s'ajouter à l'écosystème global de recherche. Une grande partie de notre monde numérique vient de là. Internet trouve ses origines dans ARPANET, un réseau lancé dans les années 60 par l'ARPA, l'ancêtre de DARPA. Elle a aussi contribué au développement du GPS, des drones, des écrans plats, de l'intelligence artificielle, du cloud, de la cybersécurité et autres. Aujourd'hui, quand on va sur le site officiel de la DARPA et qu'on regarde ses programmes publics, donc la partie émergée de l'iceberg, on a l'impression d'entrer dans le futur tellement ces technologies semblent sorties tout droit d'un film de science-fiction. Mais ce sont des projets bien réels, financés et déjà en cours aux États-Unis et à travers des partenariats partout dans le monde. DARPA travaille sur des projets comme N3, qui cherchent à créer des interfaces cerveau-machine sans chirurgie, capables de lire et de transmettre de l'information entre le cerveau et des systèmes externes, comme par exemple un cellulaire. N3 s'attaque aussi à résoudre la façon dont les signaux se diffusent lorsqu'ils traversent la peau, le crâne et les tissus cérébraux afin de pouvoir décoder et transmettre de l'information neuronale à travers la lumière, le son ou l'énergie électromagnétique. DARPA travaille aussi sur des projets comme RCI et RENet qui se concentrent sur des connexions avec le système nerveux central pour enregistrer et stimuler l'activité neuronale sur de longues périodes. Aussi des projets comme RAM qui explorent des implants et des systèmes capables d'interagir avec les circuits de la mémoire humaine et plein d'autres projets accessibles sur leur site. En parallèle, on voit émerger des travaux sur des nanoparticules et des micro-robots biologiques capables de franchir la barrière hémato-encéphalique chez des souris pour délivrer des traitements ciblés dans des zones précises du cerveau, suivre des signaux ou influencer l'activité de certains circuits neuronaux à une échelle microscopique. Officiellement, ces recherches sont présentées comme des avancées majeures pour traiter des tumeurs, des maladies neurodégénératives ou des lésions cérébrales. Mais pour beaucoup d'observateurs, le simple fait que l'on puisse déjà lire, stimuler, moduler et intervenir directement dans les réseaux neuronaux du niveau macroscopique jusqu'au niveau nano ouvre un champ de possibilités qui dépasse largement la médecine et pose des questions éthiques profondes sur l'avenir de la relation entre l'humain, la machine et le pouvoir technologique. Un autre élément souvent moins connu concerne le fonctionnement même de la DARPA. Elle dispose de mécanismes comme Other Transaction Authority ou l'OTA, qui lui permet de financer des projets et des prototypes en dehors des contrats gouvernementaux. L'objectif officiel est d'aller plus vite, de réduire la bureaucratie, de collaborer facilement avec des universités, des startups, des entreprises privées, sans passer par les lourds processus administratifs habituels. Mais ce fonctionnement soulève aussi une question légitime.
Comment s'exerce la reddition de comptes quand une agence peut agir à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des cadres de l'État en mêlant financement public, partenariat privé, recherche académique et intérêts stratégiques militaires dans un même écosystème technologique. Et c'est là que commencent les théories. Certains chercheurs affirment que ces technologies iraient déjà plus loin que ce qui est annoncé publiquement. Ils parlent de manipulation du comportement, de surveillance cognitive et de contrôle de l'esprit en utilisant des expressions comme interface cerveau-machine avancée ou Internet cérébral, expliquant que la frontière entre l'humain et la machine deviendrait presque invisible. Un autre élément revient souvent dans les théories: l'Amérique latine. Selon ces allégations, certaines régions serviraient de terrain d'essai pour des technologies sensibles. Et autour de ces projets, une nouvelle élite locale émergerait. Des médecins, des institutions, des partenaires industriels, des intermédiaires qui s'enrichiraient rapidement, formant ce que certains décrivent comme les nouveaux millionnaires liés à ces programmes technologiques et biomédicaux. Bref, quand une technologie peut à la fois soigner, réparer et augmenter le corps humain, où se situe la limite? Et comment s'assurer que le consentement, la vie privée et l'éthique sont respectés, même quand les projets dépassent les frontières géographiques et les cadres nationaux? Quand je regarde tout ça, j'ai une impression. À travers les dernières décennies, les projets, les expériences, les méga-budgets, je vois une même obsession qui revient toujours: le contrôle de l'esprit. Je me demande si le but de toutes ces expériences financées par l'oligarchie ne serait pas d'en arriver à créer des êtres humains qu'on n'a même plus besoin de surveiller parce qu'ils avancent tous dans la même direction, pensent tous de la même façon, adhèrent tous au même narratif. Des individus reliés par une sorte d'Internet mental où la norme devient la pensée collective, où la technologie définit ce qui est vrai, souhaitable et acceptable. Des gens qui finissent par croire que c'est simplement ça la vie, sans plus ressentir le besoin de questionner, de douter ou de chercher, parce que les choix, les cadres et même les limites sont déjà dessinés par ceux qui possèdent les outils, les plateformes et les systèmes qui structurent le monde. J'espère sincèrement me tromper.